en dialogue. Ici Jean-Philippe Trottier, vous êtes toujours sur les ondes de Radio VM. Mon invité d'aujourd'hui est Alexandrina Diak, directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal depuis novembre 2023. Elle nous parle de son parcours qui l'a amené de sa Roumanie natale au Québec en 2007. Diplômée dans plusieurs disciplines et impliquée à plusieurs niveaux, elle nous offre un regard différent de celui auquel nous sommes habitués sur notre catholicisme qui ne cesse de se chercher. Également, elle nous parle des 40 ans de la Fondation qui soutient et renforce le rôle crucial du Grand Séminaire de Montréal dans la construction d'une société québécoise juste, harmonieuse et responsable. Alexandrina Diak, bonjour, bienvenue. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Vous êtes directrice de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, fgsm.org, depuis novembre 2023. Vous avez succédé à Sébastien Froidevaux. Ça se passe bien, j'imagine? Oui, ça se passe très bien. Merci. Oui. On répond favorablement. Vous tombez dans un univers, pas seulement de la Fondation, mais du catholicisme québécois un petit peu incertain, ambigu. Oui, mais un catholicisme que je connais parce que je le courtois depuis un bon bout de temps. Donc, tout en travaillant dans des diverses œuvres d'église, je connais ce catholicisme davantage. Donc, il n'y a rien de sorcier pour moi. Rien de sorcier. Quelques mots sur vous. Je vous ai dit que vous avez parlé de votre Roumanie natale. Donc, vous êtes d'origine roumaine. Tout à fait. Orthodoxe ou catholique? Catholique romain. Il y a des catholiques en Roumanie? Oui, il y en a. Une très faible population. 5% de la population en Roumanie sont de rite catholique romain. Donc, la majorité, on sait, c'est plus 87% de la population, c'est des orthodoxes. C'est du vieux catholicisme ou c'est du catholicisme récent? Je dirais que c'est un catholicisme d'actualité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire un catholicisme qui est à l'écoute du monde. Oui, mais je veux dire, au 19e siècle, il y avait des catholiques ou pas? Ah oui, vous parlez des origines du catholicisme en Roumanie. Dans mon coin de pays, le catholicisme a été amené par les pères jésuites. Oui. Ils ont fondé là-bas la première école latine. Et ensuite, c'est là qu'ils ont formé justement des étudiants, mais ils ont travaillé bien sûr à l'époque avec les autorités. Despot Vodă, c'est un des princes qui les a amenés, qui leur a créé de la place dans la société et qui les a encouragés justement d'être missionnaires dans ce pays d'accueil. Est-ce que les rapports avec l'orthodoxie étaient cordiaux? Je veux dire, la Roumanie est un vieux pays orthodoxe. Voir l'émergence du catholicisme, quand on pense au schisme de 1054, on se dit « Ouh là là, ça va pas très bien se passer ». Et ça a été cordial ou ça a été méfiant? Personnellement, j'ai pas eu senti de tout ça. Je pense que nos relations avec les orthodoxes dépendent aussi avec notre approche et notre ouverture envers leur culture. Oui. Moi, personnellement, je trouve que l'Église orthodoxe est très riche, tant au niveau du rite, au niveau aussi de la culture, de son histoire, de son patrimoine. Et à vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui nous diffère. On a les mêmes valeurs, on a un même qui nous porte. Et oui, on en a des petites différences, mais je pense que l'important, c'est l'unité. Donc, toutes ces valeurs-là qu'on a ensemble, ça nous unit. Et si je peux vous porter un exemple, ma mère, même si on était des catholiques romains, dans une ville majoritaire orthodoxe, elle était très ouverte aux visites même de pères orthodoxes quand ils faisaient les visites de la maison. Donc on recevait, oui, le prêtre catholique, mais on recevait aussi celui orthodoxe, même si on n'était pas de même règle. Donc c'était une question d'ouverture de notre part. Donc vous comprenez qu'avec cette ouverture-là, on n'avait pas de problème de communication ou quoi que ce soit. Et évidemment, il y a un point commun fondamental entre catholique et orthodoxe, c'est la succession apostolique. Tout à fait. C'est reconnu, de toute façon. Oui. Et les sacrements aussi, je pense, non? Il n'y a pas de brouille, il n'y a pas de nous, on les appelle, c'est nos frères chrétiens. Donc, en fait, il y a des petites différences, mais au bout de, comme c'est qu'une différence au niveau du rite plus, je dirais, mais c'est les mêmes fondements. Dans l'histoire, les Roumains ont été confrontés à pas que les Roumains, mais toute l'Europe de l'Est a été confrontée à la menace ottomane, donc musulmane, oui, et à la menace communiste, oui, qui, elle, n'a pas été menace, elle a été mise à exécution après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cela a unifié les catholiques et les orthodoxes en Roumanie ou pas? Vous aviez un ennemi commun?
Mais probablement que oui. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, mais si on fait référence au communisme, c'est plus les catholiques qui étaient persécutés parce qu'en fait, veuillez pas, on reconnaissait que notre patron, notre chef, se retrouvait dans un pays démocratique. Donc, de facto, on était considérés comme des traîtres. Si le pape avait été... Si, comme pour les orthodoxes, le pape avait été au Fanard à Constantinople ou à Istanbul, pays non démocratique, donc ils auraient, à l'époque en tout cas, ils auraient accepté? Probablement, si le pape aurait été en Russie, oui, sans problème. Oui. Peut-être, oui, en effet, oui. Une foi minoritaire, donc, dans votre Roumanie natale, vous entendez bien avec les orthodoxes, mais quand même minoritaire, est-ce que ça vous a formaté? Quand on est majoritairement catholique, on se repose sur la majorité. Quand on est minoritaire, on se dit que c'est nous-mêmes qui soutenons la minorité. Est-ce que votre catholicisme est plus, je dirais pas combattant, mais plus responsable, plus conscient? Oui, j'aime beaucoup plus le mot conscient. Je pense que, d'ailleurs, revenons à notre relation avec les orthodoxes. Tout ce que je peux vous dire, que les orthodoxes trouvaient que les catholiques, c'est de bon monde, parce qu'ils avaient vraiment de vraies valeurs et ça se reflétait aussi dans leurs actes. Donc, ça faisait en sorte qu'on n'avait qu'à vivre l'évangile dans le day-to-day et que tout ça se passait bien. Le catholique a dans son esprit la mission. Il n'y a pas de mission orthodoxe, non, que je sache? J'avoue que l'orthodoxie, c'est un peu plus passif que nous, les catholiques, on est toujours dans un esprit missionnaire flamboyant, je dirais, surtout d'où je viens. Et on est plus dans l'enthousiasme. L'Église orthodoxe est plus dans la tradition. C'est ça, voilà. Et dans les symboles aussi. Exact. Vous arrivez en 2007, Alexandrina Diak. Vous arrivez donc au pays en 2017. Alors, on vous avait dit certainement que, oui, il y a plusieurs provinces, donc le Québec, société distincte, catholique mur à mur, une grande tradition catholique, etc. Vous arrivez en 2007, le catholicisme est presque chose du passé, sauf pour une petite minorité ici et là. Avez-vous été choqué, surprise? Vous sentiez-vous plus libre ici, plus déçu, moins soutenu? Enfin bref, toutes ces questions que tout le monde vous pose tout le temps. En fait, c'est sûr qu'il y a tout un choc culturel quand on arrive ici. On arrive d'une église très active, pleine. Il n'y a pas de place s'asseoir. Ma fille a été choquée quand on retournait en Roumanie parce qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir pendant la messe. En Roumanie ou ici? En Roumanie. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, on arrive dans une église un peu sobre, un peu... qui manque un peu d'énergie, d'enthousiasme. Mais ça dépend encore des communautés parce que je trouve qu'on a encore des communautés vivantes au Québec. Mais malgré ça, il y a tout ça. Vous parlez tantôt de symboles. On regarde tous ces bâtiments-là patrimoniaux qui ont été bâtis par l'Église catholique, les communautés religieuses. Et tout ça, c'est d'une toute beauté et sont pas négligeables. Et aussi, quand on commence à étudier un petit peu l'histoire de ce Québec-là, on se rend compte que les communautés religieuses, notamment l'Église catholique, qui a fondé quasiment la société québécoise. Ils ont mis les structures au niveau de la santé, de l'éducation. Et ils ont formé les leaders qui, par la suite, ont mis la main à la pâte et ont bâti les structures actuelles au niveau de la santé, notamment le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation. Quand vous vous promenez au Québec, Alexandrina Diak, pas qu'à Montréal, mais ailleurs aussi, vous êtes frappé par le patrimoine religieux, par tout ce qui est culturel, tout ce qui est du passé. Et au Québec, on a tendance à, dans le meilleur des cas, on pétrifie ce patrimoine. On va voter une petite enveloppe pour entretenir l'église. Avec l'hiver qu'on a, évidemment, c'est très difficile. Vous envoyez toute la poésie, vous? Oui, en fait, dès le début, j'étais vraiment frappée par la beauté de nos églises d'ici et je vais vous partager même l'expérience d'un ami qui est venu de Roumanie me visiter, qui était le vicaire général de ma diocèse et je lui ai dit, viens, je vais te faire visiter ma paroisse. Il m'a dit, ça c'est pas une paroisse, c'est une cathédrale. Il trouvait que c'est tellement magnifique. Ah bon? Donc voilà, donc vous voyez, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, je trouve que ce patrimoine est vraiment inestimable. Il est témoin de notre histoire. Il est témoin de notre identité aussi culturelle. Je pense qu'il traverse le siècle et il ne faut pas l'ignorer. Quand vous parlez avec des amis québécois de souche, vous devez en avoir, j'imagine? Oui, bien sûr. Alexandrina Diak. Bien sûr. On vous prend pour une folle ou pas? Non, ils me prennent comme authentique.
Même s'ils ne sont plus croyants, même s'ils sont libérés, entre guillemets, même s'ils sont laïcs ou tout ce que vous voudrez? Oui, en fait, j'ai des amis de toute origine, toute religion, et même des personnes qui ne sont pas croyantes. Et donc, à chaque fois, pour vous, c'est le même message? Ils trouvent que tout simplement, souvent, ils trouvent que c'est impressionnant parce que je m'implique dans différentes œuvres, entre autres, et que je veux redonner à la société. Et j'espère être un exemple, même pour certains. Différentes œuvres, lesquelles, par exemple? Présentement, bien sûr que ma mission primaire, c'est auprès de la Fondation du Grand Séminaire, mais je siège aussi sur le conseil d'administration du Grand Séminaire de Montréal. Oui. Ensuite, je m'implique à la Société Saint-Vincent de Paul, donc qui s'occupe bien sûr des pauvres, vous connaissez ça, pas besoin de vous en ajouter. Oui, c'est oui. parti du sous-sol des églises, encore une œuvre à la base catholique, qui est toujours d'ailleurs catholique. Mm-hmm. Je m'implique aussi auprès d'Albatros à Montérégie, un organisme qui accompagne à domicile les personnes en fin de vie. Et la Fondation Adiova qui accompagne les leaders catholiques justement pour vivre dans la vie quotidienne leurs valeurs chrétiennes. Mm-hmm. Et je fais du bénévolat au niveau de Réseau Croissance qui veut propulser des projets qui veulent changer le monde. Et vos vacances annuelles, c'est une demi-heure ici et là ou quoi? Mais disons, j'ai m'impressionné. En fait, disons, j'ai beaucoup reçu et c'est ma façon de redonner à la société. Mais vous arrivez à souffler ici et là parce que vous avez en plus une famille. Oui, il n'y a pas de problème. On gère bien notre agenda. Quand on lit votre CV, Alexandrine Nadiak, je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal depuis à peu près 1 an, en novembre 2023, et vous avez un diplôme roumain d'ingénieur, et vous avez également en Roumanie une maîtrise en nutrition. Au pays, vous avez fait une maîtrise en administration des affaires et un certificat en comptabilité, qu'est-ce que c'est compliqué à dire, à HEC. Ingénieur, cuisinière, nutritionniste en tout cas, administratrice des affaires, comptable. Il vous manque un doctorat en théologie peut-être, et en je sais pas moi, et en danse, en kathakali du sud de l'Inde. En fait, pour commencer, au tout début en Roumanie, mes études ont été un peu choisies par ma famille, surtout mes frères. Et ensuite, en arrivant au Canada, on chance, mes études n'étaient pas reconnues, donc j'ai dû me pencher sur des choses qui me préoccupaient vraiment, dont le management, le marketing et les plans d'affaires. Pardonnez-moi, vos frères ont décidé de vos études en Roumanie. Pourtant, la situation des femmes en Roumanie sous le communisme était quand même assez enviable. En fait, c'est un peu culturel. Et même si j'ai étudié les arts quand j'étais jeune, ils ont décidé que je dois faire quelque chose qui avait de l'allure. Qui allait payer, c'est ça? Alors c'est pas grave. Je pense que toute expérience dans la vie, quand même, grâce à cette formation, j'ai pu enseigner 7 ans à l'université, redonner aux autres ce qu'on a appris, c'est extraordinaire. Et j'ai même commencé à aimer ces disciplines-là en l'étudiant. La nutrition, vous aimez ça? Oui, tout à fait. Vous mangez bien alors? Mais moi, oui, j'essaie de faire mon mieux. Vous avez parlé de vos implications, etc. Venons-en un peu à... Vous arrivez au Québec, les catholiques québécois, il y en a qui voudraient revenir en arrière, c'est impossible, il fallait sortir de cette situation-là. On est allé trop loin, je pense, ça c'est moi-même qui le pense, dans l'abandon du catholicisme. On aurait peut-être pu grappiller ce qu'il y avait de meilleur. Il y avait beaucoup de bonnes choses, l'esprit missionnaire, l'éducation, la santé. Beaucoup de choses, de bonnes choses ont eu lieu ici, d'autres moins bonnes évidemment, et on entend davantage les moins bonnes que les bonnes. Vous êtes ici pour nous rappeler qu'il y a eu des bonnes choses aussi. Sentez-vous que nous sommes collectivement, quand je dis catholique, au sens catholique ou au sens même culturellement, sentez-vous que nous sommes fatigués ou pas au Québec? Et je pose la question à une Roumaine. Je ne sais pas si c'est le mot fatigué, c'est celui qui me vient dans l'esprit. C'est peut-être... on a un peu peur de sortir du fait que, oui, c'est vrai, surtout dernièrement, on a vécu les scandales, donc ça fait en sorte que la réputation... a été un peu terni. Il y a aussi tout ce côté de la laïcité, mais je pense que il faut pas oublier de prendre position quand même pour toutes les belles causes qu'on a fait et qu'on fait aujourd'hui. Donc,
oui, prendre, disons, notre énergie dans le passé, vivre dans le présent avec des actions concrètes selon les valeurs qui nous portent et aussi prendre nos décisions d'aujourd'hui pour les générations futures. C'est pour ça que c'est important d'investir notamment dans des organismes qui forment les futurs leaders catholiques comme le Grand Séminaire de Montréal. Je comprends bien tout ça, Alexandrine Nadiak. Mais il y a quand même des blessures ici, héritées du passé, religieux. Ces blessures sont réelles. Dans d'autres cas, elles sont entretenues. On a un rapport très adolescent avec l'Église parce que on la traite de marâtre. Mais en même temps, on veut garder ce mauvais modèle parce que ça nous identifie. Est-ce que voyez-vous une piste de... Est-ce qu'on peut devenir adulte dans notre foi au Québec? Est-ce que... Je ne dis pas que ça a été une foi infantile, mur à mur, mais il y a eu certaines immaturités. Est-ce que le catholicisme ici devrait se tirer le meilleur du passé, comme vous le soulignez très justement, pour pardonner à ce passé et passer à un stade adulte un peu plus mûr, un peu plus apaisé? Tout à fait, et il faut pas oublier que oui, on parle beaucoup de conciliation ces derniers jours, mais je pense pour être bien, il faut se concilier avec nous-mêmes. Oui, parce oui, que, tout à fait. Donc du coup, c'est clair qu'il faut. Oui, il y a eu des choses probablement qui ont blessé certaines personnes. Oui, il y a eu peut-être des abus de pouvoir parce que veuillez pas, on a eu beaucoup de pouvoir. L'Église catholique ici, énorme, au 17e, 18e siècle, a eu beaucoup de pouvoir, mais surtout au 19e plutôt, non? Mais avant, c'était un peu plus. Mais il faut par contre pas oublier que ces pouvoirs n'ont pas été recherchés. L'Église était là pour servir. Ouais. Il n'y avait pas de structure. Ils ont essayé de mettre quelque chose en place pour justement servir. Servir au niveau de l'éducation, servir au niveau de la santé, etc. Donc, je dirais, regardons aussi le bon côté de la médaille. Pas seulement, il ne faut pas se concentrer seulement sur les zones un peu plus grises dans notre histoire et avoir un regard de confiance aussi. Oui, regard de confiance. Mais alors, quand vous dites tout ça à vos amis québécois de souche, on vous dit, oui, c'était ça, merci beaucoup, tu es une immigrante, tu es fraîche, tu es tout à fait enthousiaste, et puis bon, un jour tu comprendras. On vous respecte quand vous dites ça dans vos milieux, qui sont croyants ou non croyants? Moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que c'est malheureux d'une certaine façon, c'est parce que les gens ne connaissent pas leur histoire. Ah, tiens. Est-ce qu'ils savent qui a fondé le jardin botanique? Est-ce qu'ils savent qui a fondé le premier hôpital à Montréal, la première école? Donc, du coup, si on ne connaît pas notre histoire et qu'on connaît certains événements qui nous ont peut-être heurtés, alors comment on peut faire la paix avec nous-mêmes et continuer sur un pied optimiste, mais en s'attachant à quelque chose qui est de bon? Donc, notamment nos valeurs. Alexandrine Nadiak, vous dites, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, mais on parle davantage de vous maintenant, de la perception que vous avez du Québec, du catholicisme au Québec, notamment parce que vous êtes catholique roumaine, minoritaire, donc en Roumanie à l'époque. Beaucoup d'immigrants disent, je l'ai entendu à quelques reprises, exactement ce que vous avez dit, nous n'avons pas accès à notre histoire. Il y a une histoire riche au Québec, 4 siècles, si vous voulez, qui se greffe sur un passé autochtone qu'on mériterait de connaître davantage, évidemment. Et ça, c'est tout un champ à explorer. Mais nous n'avons pas accès à tous ces symboles. Ils sont là pourtant. Nos églises sont là. Il y a eu des œuvres, il y a eu une épopée, il y a eu quelque chose en plus des mauvais coups. Et ça, est-ce qu'on ignore notre histoire? On a appris à en avoir honte? Est-ce que délibérément, on occulte cette histoire pour tonitruer notre liberté à la face du monde entier? Quel est le... Je vous pose une question un peu d'ordre philosophique et anthropologique, mais peut-être vous y avez pensé encore, mais je ne sais pas. Moi, ça me hante. Pourquoi on n'arrive pas à ouvrir cette boîte qui n'est pas une boîte de Pandore, parce qu'il y a des belles choses dedans aussi, il n'y a pas que de la cochonnerie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à revisiter ce passé et l'aimer dans ses grandeurs et ses misères? Ouf. Mais
Premièrement, je pense que déjà, dans la société, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une certaine crise, il y a une certaine quête de sens, de valeur. C'est justement parce qu'on n'a pas visité ce passé-là. Qui fait partie de notre mémoire collective et qui est partie intégrante de notre identité québécoise. Donc, oui, je pense chacun, là où il se trouve, a ce rôle-là de promouvoir cette histoire-là, ces œuvres. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver justement en bâtissant des ponts, en créant des événements, en promouvoir davantage cette information-là. Et c'est votre rôle d'ailleurs, comme à titre de directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, entre autres. Je veux bien, vous dites de faire des passerelles, bâtir des ponts, tendre la main, je comprends ça. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que cela vient d'une immigrante. Et j'ai souvent remarqué que les Québécois de souche attendent du regard étranger une légitimation, que ce soit religieuse ou politique. Ou culturel. On a quand même énormément de capacités ici, au point de vue artistique, culturel. Religieusement, il s'est passé quelque chose ici. On a eu des mystiques. Cette terre a été parsemée de sainteté. Et encore une fois, il nous faut quelqu'un d'étranger pour qu'il nous dise « C'est très beau ce que vous avez ici. » Disons que... vous savez, même dans la stratégie, dans les affaires, souvent, il faut prendre de recul pour avoir un regard externe et avoir une pensée out of the box. On appelle ça, excusez-moi, l'anglicisme. Oui, mais je pense que on pourrait justement se pencher ensemble avec des gens qui viennent d'ailleurs, justement pour créer probablement des tables de concentration, voir comment on peut faire en sorte pour transmettre cette valeur-là. C'est sûr que le Grand Séminaire de Montréal est un des pôles. Voilà. On va clairement, et mon rêve est d'être un centre de référence, justement. Mais c'est clair que nous, via notre formation qu'on donne aux leaders là-bas, qui a 4 volets. Il y a le volet humain, spirituel, pastoral et intellectuel. Et dans les 4 volets, justement, on veut développer cet aspect-là. Comment on peut transmettre? De nos jours, on peut pas seulement rester dans notre paroisse en tant que les gens viennent chez nous. Il faut aller en périphérie, il faut communiquer, il faut utiliser toutes les technologies afin de pouvoir faire connaître notre mission et nos valeurs. Je sens beaucoup chez vous une ambition là-dedans, je veux dire, ambition dans le bon sens du terme. Hein. Vous avez 1500 cordes à votre arc, on en a déjà parlé, mais est-ce que vous souhaitez en fait décloisonner le Grand Séminaire de Montréal? Est-ce que vous êtes la directrice générale de la Fondation qui soutient financièrement le séminaire? Vous semblez avoir une vision beaucoup plus large de la religion, une religion qui est dans la cité, au service de la cité, en dialogue avec la cité, qui sert de ferment à tous les niveaux dans cette cité. Vous avez vraiment, ce que je perçois de vous, en vous connaissant très peu, c'est que vous avez vraiment vous voyez vraiment votre rôle ou le rôle chrétien dans la société laïque, qui a oublié une grande partie de son catholicisme. Les images évangéliques de la lumière du monde, le sel de la terre, le ferment christique. Ça vous travaille, ça? Oui, tout à fait. Je dois vous avouer, pour moi, oui, c'est un travail comme directrice, mais dans le même temps, je le trouve que c'est une mission. Je me demande toujours pourquoi Dieu a voulu que je vienne dans cette terre promise. C'est parce que probablement il y avait des plans. Et voilà. Donc, et j'essaie d'être à son écoute, de me faire porter par l'inspiration de l'esprit et d'être de cet esprit-là qui est porteur de fraîcheur aussi, je dirais. Parce qu'il faut surtout pas rester dans le passé, il faut surtout être ancré dans le présent avec un regard vers l'avenir. Vous sentez qu'il y a un grand potentiel pour le catholicisme ici au Québec encore, mais une renaissance, mais pas un retour en arrière. On essaie de garder le meilleur du passé. D'ailleurs, on veut pas. On veut apprendre de nos erreurs pour faire le meilleur pour l'avenir, je dirais. On veut apprendre de nos bons coups.
on a donné de bons coups, mais par contre, éviter pour l'avenir les erreurs du passé. Oui, d'ailleurs, en parlant de grand séminaire, il est décloîté depuis un bon bout. Vous savez, présentement, il est ouvert à tous et tous. Vous pouvez même vous-même suivre une formation auprès du grand séminaire de Montréal en philosophie ou en théologie. Oui, donc le grand séminaire a ouvert ses portes à tous à tout le 2020. Et ça, c'est intéressant. Je pense que ça apporte un plus-value aussi tant à nos leaders catholiques parce que ils apprennent, ils sont plus pliés sur eux-mêmes, mais ils apprennent aussi de réalité du monde et tous ceux et celles qui viennent de l'extérieur et qui étudient auprès de nous. Le fait que vous soyez immigrante et femme dans un milieu masculin catholique de souche, je ne parle pas des immigrants, il y en a beaucoup aussi qui sont catholiques, est-ce que ça a apporté un petit tremblement de terre dans votre milieu ou pas? Non, pas du tout. À vrai dire, j'ai une superbe collaboration avec le recteur actuel et même avec l'ancienne. Donc, je vois pas du tout de problème, honnêtement. J'ai eu cette collègue-là de mes anciens collègues d'MBA, mais qui m'a fait rigoler. Mais honnêtement, non, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'ouverture dans l'Église pour les femmes. D'ailleurs, les femmes sont vraiment écoutées et je trouve qu'ils prennent de plus en plus de place dans l'Église catholique de Québec. Et puis, dans le passé du XVIIe siècle, au Québec, il y a eu beaucoup de grandes figures féminines. Hein? Tout à fait. Énormément. Tout à fait, donc ça, on peut faire fond là-dessus. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est des bons exemples pour les femmes d'aujourd'hui. Absolument. Il nous reste 1 minute, Alexandrine Nadillac. La Fondation du Grand Séminaire de Montréal, à 40 ans, vous avez beaucoup de projets pour les années à venir ou pas? Tout à fait. En 1 minute, c'est pas... Oui, c'est ça. On a des événements cette année-là, justement, pour remercier les donateurs, mais aussi pour faire connaître le grand séminaire. Alors, je profite pour vous inviter à participer à notre mission, soit en participant à nos activités. Suivez notre site web fgsm.org, nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolette pour apprendre davantage. Alexandrine Nadillac, directrice générale de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal, FGSM, Fondation Grand Séminaire Montréal.org, depuis donc novembre 2023. Merci pour tous ces propos. Merci d'avoir ouvert votre tête et votre cœur. C'est très rafraîchissant pour moi et pour les auditeurs de Radio VM. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe. Bon courage. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci de votre fidélité et je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.